Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour une nouvelle émission des contrepoints de la santé. Nous sommes heureux avec Renaud Degas. Nous sommes heureux avec Renaud Degas de nous retrouver ici ce jeudi 21 mai 2026 au sein de Sontexpo. Notre émission est exceptionnellement tournée en public à Sontexpo, le grand salon de l'hôpital et de la santé qui nous accueille et nous les en remercions et nous remercions tout particulièrement la Fédération hospitalière de France, avec qui nous sommes en lien pour cette conférence. Le titre de notre émission est dans cette agora au cœur de Sontexpo, est financement de l'hôpital et recherche de solutions, sortir de l'impasse. Nous recevons Cécile Chevance. Bonjour, vous êtes responsable du pôle offre de soins et finances de la Fédération hospitalière de France, le professeur Isabelle Borgé. Bonjour madame, vous êtes pharmacienne, économiste de la santé à Gustave-Roussy, professeur de droit et d'économie pharmaceutique à l'université Paris-Saclay. Le docteur Jean-Baptiste Caillard, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes cardiologue et vous êtes à Bordeaux. À Angers, pardon, et vous êtes le président de la CNURPS Médecins libéraux, ML, vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Et nous retrouvons notre ami Pierre Dagen, que nous remercions également d'être avec nous. Pierre Dagen, vous êtes le partenaire santé du cabinet CMI et vous êtes un fin connaisseur du fonctionnement des hôpitaux. Je salue nos confrères journalistes présents avec nous et puis nos partenaires Camurus, le groupe Pasteur Mutualité, Point Vision, CARE, Via Voice, la veille des acteurs de la santé, Ortus et l'UC2M. 45 minutes de débat ici à Sontexpo et nous sommes heureux de vous retrouver. Première question, Renaud. Merci Pascal. Cécile Chevance, comment vont globalement nos hôpitaux publics aujourd'hui? Comment va la situation budgétaire globale? Est-ce qu'on est vers du mieux? Est-ce que certaines mesures gouvernementales peuvent vous aider? Faites-nous un petit point à date sur la situation des hôpitaux publics. Alors, je vais peut-être... bonjour à tous et toutes, et merci pour l'invitation. Je vais peut-être vous surprendre, mais je vais commencer par du positif et un petit peu d'optimisme. On aime plutôt, Cécilie. Eh bien alors, parfait. On a quand même effectivement des points d'amélioration sensibles. Je pense notamment après des années un peu difficiles, suite à la crise sanitaire et une dette de santé publique qui s'était accumulée, des points de satisfaction puisque l'activité a vraiment repris de façon très sensible. Ça a pris un petit peu de temps, mais la dette de santé publique est aujourd'hui résorbée et c'est vrai qu'on a une reprise d'activité, notamment sur les activités les plus lourdes qui avaient le plus souffert, les activités de chirurgie de recours, les activités de médecine avec nuitée, pour les patients les plus fragiles, les plus vulnérables et les plus lourds. Donc l'activité a repris de façon très sensible depuis 2024, en 2 ans plus 10% d'activité, dont plus 19% sur l'ambulatoire. Et pour l'instant, l'année 2026 démarre sous les mêmes augures. Des indicateurs également qui s'améliorent sur le recrutement, l'attractivité. Donc c'est vrai que le Ségur, les mesures de revalorisation salariale sont passées par là, mais c'est vrai que je pense que c'est important de souligner qu'on a effectivement des indicateurs. Alors certes, la situation reste compliquée et toujours fragile. On a encore des métiers et des professions sous tension, mais je pense que c'est important de le rappeler. Alors c'est vrai que la situation financière reste extrêmement tendue et préoccupante. Alors ça s'intègre dans un contexte qui est lui-même très contraint, puisqu'on connaît l'état des finances publiques, on connaît également le déficit de l'assurance maladie. Donc la situation financière des hôpitaux s'inscrit évidemment dans ce contexte plus global et malgré le dynamisme de l'activité qui est encore une fois très sensible, on reste dans une situation financière très tendue. On était à près de 3 milliards de déficit en 2024, en 2025. Alors on va être un petit peu moins, on va être plutôt autour de 6, de 8. On n'a pas encore les chiffres définitifs, mais on a une légère amélioration, mais on voit bien qu'on reste sur un niveau de déficit. Et puis la problématique, c'est plutôt le cumul, en fait, sur plusieurs années de déficit qui impacte la capacité d'investissement des établissements et qui impacte aussi la trésorerie et les délais de paiement fournisseurs et la dette fiscale et sociale des établissements. Alors, des annonces ont été faites effectivement récemment par la ministre de la Santé sur 6 milliards
Alors, juste un point. Avant d'aborder ces 6 milliards d'investissements, il y a aussi dans la loi de financement de la sécurité sociale un plan de désendettement. D'après ce que j'ai compris, en gros, une enveloppe d'1 milliard et 750 dès cette année. Ça va soulager aussi la situation. Comment vient s'inscrire cette enveloppe pour vous? Alors, désendettement, non, parce que là, on était vraiment en termes de moyens de fonctionnement, c'est-à-dire qu'effectivement, dans l'ONDAM initial, on avait des tarifs négatifs et on n'arrivait absolument pas à couvrir les charges de l'année, en fait. Donc, ce milliard, dont 850 millions pour 850, les établissements. Alors, les établissements de santé dans leur globalité, publics et privés, lucratifs et non lucratifs, on avait effectivement. Dont vous preniez la plus grande part. On est 70% à peu près de l'enveloppe. Eh bien, ça permettait tout juste de mettre les tarifs à zéro, en fait. Donc voilà, c'était Donc alors évidemment, c'était absolument indispensable, mais on n'est pas sur du rattrapage. On est pour être tout juste à zéro. Alors sur les 6 milliards d'investissements, c'est évidemment une mobilisation de longue date de la FHF parce que depuis 2019, parce que quand on a commencé à parler de plan d'accompagnement de l'investissement avec à l'époque la reprise de la dette, c'était Agnès Buzyn en 2019, et puis après la première vague, il y a eu le Ségur, le volet investissement, donc qui est venu effectivement consolider le plan qui avait été envisagé de reprise de la dette avec un plan de soutien à l'investissement. On a dit attention. Nous, évidemment, on était très demandeurs d'un plan d'aide, d'un plan massif, parce qu'on était dans une situation de sous-investissement massif depuis des années. On a abordé la crise sanitaire en situation de sous-investissement très préoccupant. Et pour nous, il était indispensable. Sous-investissement qui avait duré combien d'années, à votre avis, comme ça? Depuis les derniers plans Hôpital 2007, Hôpital 2012, c'est-à-dire qu'on était en baisse de taux d'investissement croissant depuis 2012 à peu près. Donc en 2019, ça faisait quand même quelques années. Donc c'est très difficile à rattraper. On peut rattraper 1 ou 2 années de sous-investissement, mais plusieurs années, c'est vrai qu'au final, ça coûte plus cher de faire le rattrapage que d'investir de façon linéaire et lissée chaque année. Une précision encore, excusez-moi, mais quand vous dites investissement, c'est tout compris? Bâtiments, fonctionnement, matériel, immobilier, bâtiments, équipements médicaux, biomédicaux, hôteliers et investissement numérique, évidemment, qui a une importance majeure aujourd'hui. Donc, situation de sous-investissement. Donc, ce plan massif d'aide était évidemment fortement attendu, mais dès 2019 et en 2020, on a dit attention, on avait des anciens plans d'investissement, Hôpital 2007, Hôpital 2012, c'était 800 millions d'euros à peu près à l'année. On dit attention, les crédits vont arriver à échéance, ils étaient prévus sur 20 ans. Donc, si on nous les retire, eh bien, ça va être un effet de substitution, mais ça va pas apporter, le Ségur ne va pas apporter de nouveaux moyens, parce que si on nous enlève d'une main ce qu'on nous donne de l'autre, ça risque d'être problématique pour les établissements concernés. Donc on s'est mobilisé plusieurs années pour, à l'échéance de ces crédits qui étaient prévus pour 20 ans, les sauvegarder, les sanctuariser et les recycler. C'est ce qui a été effectivement acté et annoncé avec l'instruction qu'on attend par la ministre de la Santé mardi. Donc c'est effectivement le fait que ces crédits ne seront pas retirés de façon sèche et supprimés, mais recyclés en aide à l'investissement en capital, et ça fait 6 milliards effectivement en tout sur 10 ans. Donc ça donne aussi une lisibilité pour les établissements. Donc vous avez bien compris ce que la ministre allait vous octroyer, parce que c'était vraiment pas clair. Il y a eu beaucoup de précisions, enfin grosso modo. Ça fait 7 ans qu'on est sur le sujet, donc c'est oui, grosso modo on est 6 milliards sur 10 ans. Oui, à peu près. et avec une montée en charge, puisque les crédits arrivent à déchéance au fil de l'eau. Donc on a déjà recyclé 4 années de crédits arrivés à échéance, 2023, 2024, 2025, 2026. Donc ça s'est transféré vers le FMIS, donc le Fonds de modernisation et d'investissement en santé. Mais on a encore des crédits qui arrivent à échéance, donc à hauteur à peu près de 800 millions d'euros par an. Mais c'était des aides en exploitation qui permettaient de couvrir les surcoûts des opérations d'investissement, donc frais d'intérêt bancaire, amortissement, etc. Et là, c'est transformé en aide en capital. De quoi rassurer, voire réjouir celles et ceux qui, ici, à Sontexpo également, il y a beaucoup d'industriels, etc., d'acteurs économiques, et qui attendent des investissements. Alors c'est une bonne nouvelle, parce que si ce ne sont pas des crédits nouveaux, ce sont des crédits qui devaient disparaître et qui sont maintenus. Très bien. Pierre Dagen, donc des financements nécessaires, visiblement, nous dit Cécile Chevance, considérables également
en valeur et en quantité, qui engage les professionnels de santé eux-mêmes, donc les hospitaliers, mais également celles et ceux qui s'y intéressent à l'hôpital et à la santé d'une manière générale, qui travaillent avec lui et en lien avec l'hôpital dans leur région. Je me tourne également vers le docteur Caillard, dans leur région et dans leur territoire, avec évidemment des moyens partagés. Alors, Pierre Dagen, vous êtes donc consultant. On avait envie de vous demander sur le plan microéconomique, et puis on reviendra peut-être sur le plan plus macro avec Isabelle Borgé. Vu des établissements, à partir des établissements que vous suivez, quel est votre diagnostic? Quelle proposition éventuellement de solution, donc à la fois stratégique et opérationnelle directement? Prenez le micro, Pierre. Peut-on tenter de faire une synthèse des bonnes solutions pour s'en sortir? Et est-ce qu'on le fait à la fois de manière assez globale ou avec du sur-mesure, hôpital par hôpital? Alors, sur le diagnostic, d'abord, il y a un peu un biais. En tant que consultant, j'ai plutôt tendance à travailler avec des hôpitaux en difficulté. Il y en avait déjà avant, il y en a encore aujourd'hui, peut-être un peu plus. Ce qui est quand même nouveau dans les établissements qui me contactent sur ces sujets-là, parce que heureusement, je travaille aussi sur d'autres choses, et ça rejoint beaucoup ce que vous disiez, c'est que de plus en plus, je suis appelé par des établissements qui ne sont pas encore dans des trop grosses difficultés, il commence à y avoir des choses, mais qui s'inquiètent sur leur capacité de financement, en fait. Qui disent, j'ai un projet immobilier ambitieux à tenir, mais avec la hausse des taux d'intérêt et les difficultés que j'ai et la dette, je sens que je ne pourrais pas le porter. Ce qui est embêtant, parce qu'un projet immobilier, c'est ce qui garantit le futur, c'est ce qui permet de relancer l'activité, et souvent, ça mobilise beaucoup la communauté médicale, soignante. Donc, si on ne peut pas le porter, on est mort. Et ça, c'est des sujets plus nouveaux, effectivement, le côté capacité d'investissement. Maintenant, sur les solutions... Alors, quand on est mort, on est mort. Mais un peu avant, on fait appel à vous. Hein? Ouais. Il y a d'autres personnes aussi, mais pourquoi pas. Sur les solutions, alors ma réponse va être mesurée, donc elle va être un peu décevante peut-être, je suis désolé. 15 ans en arrière, on retrouvait beaucoup des solutions qu'on pouvait appliquer à un grand nombre d'hôpitaux. Effectivement, c'était avant que l'investissement se réduise drastiquement. Donc, on trouvait sur les secrétariats médicaux, sur un certain nombre de gestions d'examens, pas mal de pistes qui étaient valables dans la majorité des établissements en difficulté. Depuis, la pression financière sur les établissements, elle a énormément augmenté. Donc ce travail, il a été fait. Pas nécessairement par des cabinets de conseil, hein. Il a souvent été fait par les directions des hôpitaux, les présidents de CME, etc. Et donc là où avant, on avait des solutions qui s'appliquaient un peu partout, maintenant, il faut vraiment faire du sur-mesure parce que je ne dis pas qu'il reste zéro poche d'amélioration, ce n'est pas à ce point-là. Mais c'est les quelques-unes qui n'ont pas encore été mobilisées. Et donc, il faut les chercher. On ne peut pas dire en arrivant quelque part, a priori, là, là et là, il y a de l'amélioration à faire. Ce n'est pas vrai. Ça a déjà été fait parce que la pression est tellement forte, et tellement plus forte qu'il y a 15 ans, que de fait, ils ne nous ont pas attendus. Si maintenant je cherche une solution qui soit quand même valable, une piste d'amélioration, disons, qui soit valable dans la majorité, et je dis la majorité, je ne dis pas la totalité des établissements, il y en a quand même. Il y a beaucoup d'établissements aujourd'hui qui sont en difficulté. On pourrait en gros diviser en deux catégories. Alors c'est très schématique, hein. Il y a ceux dont les lits sont vides. Donc pour le coup, il y a un problème de capacitaire par rapport au nombre de patients, donc un problème d'activité. Mais de plus en plus, avec justement le fait qu'on résorbe la dette de santé publique qu'on avait, il y a ceux qui ont beaucoup d'activité, mais qui ont du mal à la prendre en charge. Et là, souvent, c'est un problème d'embolisation, donc en fait de parcours patient. Et ça a plein de conséquences. Donc grossièrement, le parcours patient, c'est entre le moment où je me découvre une maladie, généralement via mon généraliste, et le moment où je rentre à domicile ou en EHPAD ou autre, je sors de l'hôpital, comment je raccourcis au maximum les interfaces pour que le patient soit traité plus vite et qui, pour l'hôpital, ait aussi un bénéfice d'activité. Là-dessus, on peut travailler. Et ça, la majorité des hôpitaux qui sont en forte difficulté financière alors que leurs lits sont pleins, schématiquement, c'est une des causes, c'est l'embolisation. Avec deux effets. Un effet sur les recettes qui est assez simple. Si mes patients ils restent dans mes lits très longtemps parce que j'arrive pas à leur trouver une solution d'aval, alors je ne peux pas générer d'activité en plus. Et dans ce jeu de la T2A, dont on est en train de réduire un peu la part, mais qui reste quand même une source de financement extrêmement importante, j'y perds. Mais c'est aussi une source de dépenses en plus. Par exemple, si on regarde les services d'urgence, qui sont souvent en souffrance aujourd'hui, il y a beaucoup de ratios qui disent, en théorie, pour tant de passages, je devrais avoir tant d'urgentistes, tant d'AS, tant d'IDE, etc. Ça, c'est gentil. La réalité, c'est que si mon service il est embolisé, l'indicateur, ce n'est pas le nombre de passages annuels dans mes urgences, ou mensuels, ou ce que vous voulez, c'est le nombre de patients présents en moyenne. Si mon patient il reste 12 heures dans mes urgences, il faut des gens pour s'en occuper. Et donc, si je n'arrive pas à faire monter les patients dans les étages, ou à faire des consultations semi-urgentes, des entrées programmées en plus, etc., alors, à nombre de passages égal, il me faudra quand même plus de personnel. Et donc, non seulement cette embolisation,
elle va faire diminuer mon activité et donc mécaniquement diminuer mes recettes, mais elle va aussi me forcer à avoir plus de gens et donc augmenter mes dépenses. Donc travailler sur ce parcours, c'est quelque chose qui, pour le coup, au moins pour tous les hôpitaux dont le problème, c'est plutôt un taux d'occupation très élevé et un déficit quand même, ça, c'est une option qui marche dans beaucoup de cas. Vous voyez la logique en réalité, hein, Pierre. On a voulu avoir la vision à la fois un peu générale du consultant, évidemment des hospitaliers, mais aussi d'impliquer la médecine libérale, la médecine générale dans nos réflexions. Mais on va interroger maintenant Madame Bourget. Isabelle Bourget, vous êtes au cœur, avec Gustave Grossi, des problématiques de clinique et de recherche. Aujourd'hui, bon, on sait que l'innovation, la recherche est essentielle, en particulier dans les CHU, que c'est le moteur en fait, des CHU et du coup, derrière aussi de l'ensemble de l'hôpital public. Ils ne sont pas épargnés par les problèmes de financement, d'investissement, on en a parlé, on vient d'en parler. Aujourd'hui, quelle est la situation en termes de recherche? On entend beaucoup de choses, on entend aussi que le terrain de clinique en France, il n'est pas très favorable, il est trop lent, il n'y a pas assez de moyens mobilisés. Où en est-on et quels sont les leviers, les techniques qui permettent quand même de continuer à faire fonctionner les systèmes les services de recherche et de produire de l'innovation à l'hôpital? Merci beaucoup de cette question. Alors en effet, l'innovation, elle est vraiment au cœur du fonctionnement de la médecine actuellement. C'est particulièrement vrai en oncologie. Si je prends un grand centre comme Gustave Roussy où je travaille, l'innovation, c'est vraiment notre cœur de métier. Il faut qu'on innove dans les essais cliniques, dans les essais précoces, dans l'IA, dans les plateformes de génomique moléculaire, dans les accès précoces, etc. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir pour la prise en charge des patients. Ça fait complètement partie intégrante du soin. Et c'est vrai que... oui, la recherche n'est pas isolée du soin, pas du tout. Exactement. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça fait complètement partie et c'est complètement intégré aux soins. Et si on regarde le financement de ces innovations, eh bien, il n'est pas forcément très bien pris en compte. On sait qu'on est sur une logique de tarification beaucoup à l'activité sans que cette innovation soit forcément bien rémunérée. Alors, si on revient un petit peu sur... l'accès à l'innovation au travers des accès dérogatoires, eh bien, par exemple, on peut voir que c'est assez contrasté pour l'instant. Si on regarde ce qui est accès précoce, donc l'accès aux médicaments avant que les médicaments n'aient encore l'AMM, donc l'ancien système des ATU qui a eu une réforme de son fonctionnement en 2021, on voit que globalement, c'est relativement bien financé. Déjà, il y a eu cette réforme des accès précoces, elle a beaucoup boosté l'accès aux médicaments innovants en France, puisque au moment des ATU, on avait à peu près 30 médicaments disponibles en ATU. Maintenant, on en a plus de 250, voire 300, la moitié en oncologie ou dans les maladies rares. Donc, on voit qu'on a comblé un besoin médical très important. On sait que depuis la réforme en 2021, on a eu plus de 120 000 patients traités en France avec ces médicaments innovants. Donc, c'est vraiment un gros succès. Et en termes de financement, c'est remboursé à l'euro dans les établissements de santé qui les utilisent via la liste en sus, sans reste à charge pour les patients. Donc, c'est vraiment un grand succès pour le pays d'avoir réformé Alors, c'est un succès pour les patients, pour le pays, mais vous, pour la recherche et pour la vie de l'établissement, c'est aussi un levier essentiel ou comment ça se situe par rapport aux autres moyens pour la recherche? C'est un levier essentiel parce que c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Bien sûr, pour les patients qui ont accès sans délai aux traitements innovants. Aussi pour les médecins des grands centres qui ont participé bien souvent aux essais cliniques et qui continue du coup à apprendre à utiliser ces molécules au-delà de l'essai clinique et de commencer très tôt à utiliser ces molécules, connaître les effets indésirables, maîtriser bien l'efficacité et devenir du coup alors on dit KOL, on met des ambassadeurs de l'utilisation de ces données à l'échelon mondial. Donc c'est une renommée de la France et une grande expertise de la France. Ça permet aussi une collecte de données en vie réelle sur l'utilisation de ces molécules et ces données en vie réelle ont beaucoup de valeur puisque ce sont finalement les premières données d'utilisation large de ces molécules. Donc c'est vraiment un atout fort
que la France mette précocement à disposition ces traitements. Cécile Chevance évoquait tout à l'heure le problème de l'investissement au numérique. Vous parlez de collecte de données en vie réelle. Aujourd'hui, est-ce que vous avez les moyens de collecter, de les traiter, d'en faire quelque chose? Alors, Et je peux rajouter, oui, vous avez cité tous les bienfaits, mais et pour les finances publiques, la liste en sus et les accès précoces, quelle est la conséquence? C'est positif ou négatif pour les finances publiques? je vais répondre aux deux questions. D'abord à Renaud. Concernant les données en vie réelle, c'est vrai que conditionnellement à la mise à disposition de ces molécules, il faut collecter de la data et que pour l'instant, la rémunération associée à cette collecte de données est assez insuffisante. Et du coup, le recueil n'est pas à la hauteur des attentes. Ça va peut-être s'améliorer avec des systèmes d'information ou une collecte de données au travers du SNDS, le Système national des données de santé. Mais pour l'instant, c'est perfectible. Et parfois, on se demande quelle est l'utilisation de ces données en vie réelle. Enfin, on aimerait bien que les autorités s'approprient. C'est pas encore la manne qu'on avait annoncée. Pas encore. D'accord. Voilà. Et sur ma question? Alors d'abord, on va un peu cabotiner. Moi, je voudrais d'abord, avant d'aller sur la finance publique, je voudrais qu'on finisse avec les établissements. Alors vous êtes en CHU, vous êtes un gros, pardon. En tout cas, vous êtes un gros établissement de recherche, etc. Mais est-ce que sur l'innovation, éventuellement aussi sur un peu de recherche, le système français actuel est adapté pour les autres, c'est-à-dire CLCC, sur les hôpitaux moins importants mais qui ont besoin de faire l'innovation. Là, c'est plutôt votre casquette d'économiste de la santé. On en est où pour les autres? Parce qu'on sent, voilà. En théorie, le système, il est le même pour tout le monde, et qu'on soit CLCC, petit centre hospitalier ou clinique privée, en théorie, on a accès à la même chose puisque la décision est nationale. En réalité, il faut quand même avoir toute une architecture de recherche, un environnement de recherche, si possible une direction de la recherche clinique, des ARC, des statisticiens, des économistes de la santé qui mettent en œuvre tout ce qu'il faut pour accueillir ces innovations. Et ça, c'est quand même fortement porté par les CHU et les CLCC. Et du coup, il y a quand même moins d'accès à ces innovations dans les petits centres ou les cliniques privées. Et ça peut créer une inéquité d'accès qui peut être problématique sur le territoire. Oui, vous pouvez répondre assez rapidement, mais tous ces systèmes qui sont effectivement intéressants pour les professionnels de santé, les établissements, et les patients. Les patients, au final, qu'est-ce que ça coûte aux financeurs et à l'État, en l'occurrence, ou à la sécurité sociale? Au final, ça coûte un peu plus d'1 milliard, en tout cas chaque année, pour les accès dérogatoires des médicaments. Cependant, il y a, comme pour les médicaments, un tas de systèmes de régulation. On va pas revenir, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de remises La qui sont liste en payées. sus, c'est combien, tous ces médicaments? La liste en sus, c'est plutôt 10 milliards, 10 mais les milliards, accès précoces, c'est plutôt entre 1 et 1,5 milliard. On ne peut pas faire un cours, mais en réalité, derrière, Ouais. il y a pas mal d'engagements financiers qui, d'ailleurs, placent effectivement les établissements, enfin, je pense que Cécile Chevance est d'accord, les CHU, de grands centres de recherche, etc., français à la pointe. Enfin, un mot peut-être là-dessus? Je pense qu'on peut quand même dire que c'est des dispositifs qui nous ont sauvé la vie dans les établissements de santé, parce que ça a quand même permis d'accompagner l'innovation, même si la liste en sus, c'est pas que l'innovation, c'est des produits coûteux, mais souvent ce sont des produits innovants. Nous, sans ces dispositifs, c'est vrai qu'on n'aurait pas pu accompagner l'innovation pour des établissements qui ont des patientèles effectivement de recours. Donc il faut vraiment leur faire vivre, adapter ces dispositifs, mais en tout cas les préserver, c'est indispensable. Voilà, il est raisonnable de dire également, je pense, avec d'ailleurs ce que la ministre de la Santé a fait, que l'hôpital ne peut pas être isolé de la médecine de ville, voire même dans une certaine mesure, si on renverse la démonstration, que la médecine de ville ne peut pas être déconnectée de l'hôpital. Alors, est-ce qu'il y a... il y a une notion d'ailleurs qui fait florès, c'est que c'est celle des financements au parcours. Où en est-on? Pensez-vous qu'il s'agit d'une approche pertinente pour optimiser en réalité les dépenses et l'activité de l'offre de soins, le lien ville-hôpital dont on parle beaucoup ici? La médecine libérale peut-elle et veut-elle d'ailleurs être un partenaire utile à l'hôpital dans ce domaine, notamment par l'intermédiaire des structures, mais vous allez nous dire un peu ce que vous faites, des URPS, des CPTS, des groupes hospitaliers de territoire, des
Des hôpitaux de proximité aussi, qui sont des interfaces. Et des équipes de soins, voilà, les équipes de soins spécialisées, etc. Que fait d'abord, peut-être pour bien vous comprendre, que fait la CN URPS Médecins Libéraux, Jean-Baptiste Caillard, dont vous êtes le président? Alors, les URPS Médecins Libéraux, c'est des unions professionnelles. Les libéraux sont plutôt un exercice individuel, même si une partie sont en établissement de santé. Et en fait, il n'y avait pas de structure qui les rassemble, sachant que le fonctionnement des médecins libéraux, c'est un fonctionnement complètement horizontal, y compris avec les autres professionnels de santé. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un fonctionnement avec quelqu'un qui fait Pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie du tout. Donc les unions professionnelles, c'est d'abord un rassemblement de compétences, un rassemblement de personnalités qui veulent faire avancer les choses en termes innovation, mais plutôt organisationnel, et aussi représentation des médecins libéraux au sein des régions. Et on est d'abord des instances régionales. La CNURPS n'existe que parce que les régions veulent travailler ensemble sur des sujets pour lesquels on a besoin de se challenger, de se benchmarker, enfin de créer une dynamique ensemble, et aussi pour faire exister la représentation des organisations libérales au niveau national. Comment vous abordez ces questions de financement au parcours qui me semble-t-il, financement au parcours, ça a été d'abord des articles 51 qui ont été pilotés par des établissements hospitaliers, des établissements. Et l'enjeu était d'abord les établissements eux-mêmes, la manière dont ils pouvaient structurer une meilleure pertinence dans les prises en charge, une meilleure gestion du devenir des patients, parce qu'en fait, c'était ça les leviers sur lesquels on pouvait agir. Et si j'ai bien compris, l'évaluation, en tout cas pour nous les libéraux, ça a été finalement une accélération de l'efficience des établissements grâce à la coopération qu'il y a eu entre public et privé, enfin entre établissements et soins ambulatoires par rapport à la prise en charge des patients dans certaines pathologies. Donc pour moi, c'est plutôt vertueux, mais c'est vertueux pas dans le domaine financier, parce que je crois pas que les économies sont suffisantes pour dire que c'est un levier d'économie qui va permettre de financer l'hôpital. Par contre, dans le domaine organisationnel, c'est très positif à mon avis, puisqu'on a fluidifié, amélioré les parcours grâce à cela. Donc, ceci étant, on n'est pas les chevilles ouvrières de ces dispositifs. Mais, par contre, juste un point justement sur ce parcours. On connaît les difficultés démographiques des médecins de ville, et malgré tout, on attend de vous que vous aidiez à fluidifier, en faire le parcours. Est-ce qu'aujourd'hui, la médecine de ville est en capacité de le faire, soit par de la méthode, soit... Mais on sent bien ça peut coincer des deux côtés, quoi. Alors je vais répondre de deux manières. La première, c'est qu'actuellement, on a eu un rapport du Conseil de l'Ordre sur l'évolution des médecins. Les médecins n'ont jamais été aussi nombreux en France. Oui. Donc, on parle de problèmes démographiques, mais de manière globale, il n'est pas visible. Par contre, ce qui a été constaté par le Conseil de l'Ordre, c'est que la médecine salariée, depuis 10 ans, a augmenté de 25%, et la médecine libérale, les effectifs ont baissé de 15%. Donc, on est dans une dynamique qui est inverse avec les deux structures, ce qui fait que la ressource médicale augmente réellement à l'hôpital, mais par contre, l'accès aux soins que propose l'hôpital n'est pas le même que l'accès aux soins proposé par les libéraux, d'où ce manque d'accès aux soins. Et on va dire, il y a une certaine tension dans le monde libéral pour répondre aussi bien qu'il y a 10 ans. Ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est que quand on parle d'économie de santé, la question qu'il faut qu'on se pose, la première, c'est la pertinence. Parce que c'est bien de financer de l'investissement, mais en fait, le financement essentiel, c'est donner au patient au bon moment, au bon endroit, en fonction de son besoin, le soin ou la prise en charge dont il a besoin. Je dis bien prise en charge. Et là, juste avant cette table ronde, on a signé avec Monsieur Robinet, le président de la FHF, une convention entre la CNURPS, donc les représentants des médecins libéraux dans les territoires, et la FHF, une convention sur la responsabilité professionnelle qu'on a appelée innovation populationnelle. Et là, on reprend les choses à la base. À la base, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de financer? D'abord la prévention. Qu'est-ce qu'on finance actuellement? D'abord le soin. Et dans la RESPOP, l'essentiel, c'est de dire on doit se mettre tous ensemble, et pas seulement les professionnels de santé, tous ensemble, les politiques, les patients eux-mêmes, les associations de prévention, pour, dans certaines pathologies déjà,
un peu comme on l'a fait sur les interventions à l'épisode de soins, sur les prises en charge d'épisodes de soins. On va se mettre en route sur le diabète, sur l'insuffisance cardiaque, sur la gestion des fragilités. Et ça, c'est l'espoir de demain d'un meilleur financement et d'une meilleure pertinence. Cécile Chevance, par rapport à ce point. Oui, alors tout à fait d'accord. La responsabilité populationnelle, d'ailleurs, c'est aussi une expérimentation article 51, Oui, mais bien avec sûr. une ampleur effectivement importante. ouais. Ça a démarré par 5 territoires sur 2 pathologies effectivement que vous avez citées. Et la logique, c'est vraiment de rassembler tout le monde. C'est pas l'hôpital public, c'est évidemment l'hôpital public, mais les établissements privés de tout statut, les professionnels de ville, évidemment, parce que ça embarque la prévention. C'est pas que le parcours de soins, c'est le parcours de santé. Ça embarque la prévention sur les pathologies chroniques comme l'insuffisance cardiaque ou le diabète de type 2. Fort heureusement, il n'y a pas que l'hôpital public qui prend en charge ces patients. Fort heureusement, donc c'est vraiment quelque chose de très partagé. Et au-delà d'ailleurs des acteurs de santé, ça inclut également les élus, les collectivités locales et le tissu associatif, parce que la prévention, c'est aussi l'alimentation, c'est aussi l'activité physique. Donc ça, c'est vraiment important. On a réussi à le faire inscrire dans la loi, la responsabilité populationnelle. Par contre, c'est vrai que là, c'est en train de s'étendre sur pas mal de territoires volontaires, mais c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait une généralisation qui soit soutenue par les pouvoirs publics là-dessus. Une question à tous les deux, mais en fait, alors je vais répondre. Oui. Hier, j'ai vu Stéphanie Rist à la soirée la FHF. Je lui ai demandé si elle connaissait la responsabilité populationnelle. En tout cas, c'est ce qui était proposé par la responsabilité populationnelle. Pour le moment, elle m'a envoyé vers ses services en disant qu'effectivement, ce n'était pas quelque chose qu'elle avait pris en compte dans la politique de santé. Pour l'instant, oui. Donc ça veut dire que nous, acteurs de santé, on a vraiment besoin de faire connaître dans les territoires et à travers des expérimentations qui sont des expérimentations territoriales, complémentaires de celles qui ont été faites par les articles 51, qui nous ont permis de montrer les leviers et les difficultés, parce qu'en fait, tous les territoires n'ont pas abouti au même résultat, et il faut vraiment qu'on y travaille. Et moi, mon enjeu, c'est d'améliorer vraiment ces prises en charge qui ne peuvent se faire qu'ensemble. C'est-à-dire que, et c'est là peut-être, alors moi, en venant à cette table ronde, je me suis posé la question, mais pourquoi on me parle de financement de l'hôpital? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui relève des libéraux, alors que finalement, on a 2 systèmes qui sont parallèles, mais qui n'ont pas les mêmes financements? Vous vous êtes posé une très bonne question. Et je me suis dit, oui, mais par contre, on a des choses à faire ensemble pour l'ensemble du système. Oui. Et c'est ça l'essentiel. Et pourquoi on a signé avec la FHF? Parce que la FHF est dépositaire de la méthode et nous, on est les acteurs locaux par lesquels les choses vont pouvoir avancer. J'ai une question parce que vous parlez de prévention, tout le monde est d'accord, la prévention est dans toutes les bouches, etc. Mais on sait bien que la prévention, c'est de l'investissement, c'est pas immédiat. Or, aujourd'hui, par rapport... Alors, je vois Cécile Chevance qui dit non, ça peut être tout de suite. D'accord. C'est justement pour ça que Est-ce qu'on a les moyens... En fait, la question pour moi est inverse. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'urgence financière dans laquelle on est, même si je comprends la pertinence à moyen et long terme, mais aujourd'hui, dans l'urgence financière, est-ce qu'on a les moyens de faire cette prévention ou faut-il de toute façon le faire parce que demain, ça sera pire? Et alors, excusez-moi, Cécile, non, mais simplement pour le temps imparti est très court. C'est peut-être pour Cécile, pour Isabelle Borgé. Est-ce que l'on a réellement un retour sur investissement? Est-ce que les économistes de la santé ont calculé ça sur la prévention? Alors, pour répondre à votre question, déjà, je pense qu'en matière de prévention, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que de toute façon, vu le vieillissement de la population, l'évolution des pathologies chroniques, la transition écologique, on va avoir des impacts massifs sur le système de santé. On est tous concernés, donc il va falloir absorber. Donc, de toute façon, la prévention, c'est absolument incontournable. On peut avoir effectivement des retours assez rapides. La vaccination, on a bien vu sur la bronchiolite, c'est des retours quasi immédiats. Effectivement, sur d'autres actions, on va être sur un temps long, mais sur la responsabilité populationnelle et le diabète de type 2, on a déjà des résultats. Diminution drastique sur les territoires concernés des hospitalisations en urgence. Diminution des durées de séjour et des nombres de séjours longs à l'hôpital. Augmentation des prises en charge ambulatoires, avec ou sans hospitalisation, mais des durées courtes. Donc on voit qu'on a des résultats quand même. Diminution également, on l'espère, des amputations, parce qu'on est encore dans une situation où en 2026, on ampute des malades du diabète. Donc voilà, on a des résultats
sur les territoires qui mènent une expérimentation maintenant depuis plusieurs années. Donc oui, on peut opter. Alors, je ne sais pas quel est l'impact économique, parce que pour l'instant, on est sur des pathologies ciblées, mais en tout cas, on a des résultats très importants. Oui, le temps passe très vite, hein, dans 5-6 minutes. Peut-être un commentaire rapide justement sur le levier de la prévention et de ce que ça... Voilà. Oui, d'un point de vue général, la prévention, elle est considérée comme coût efficace, en moyenne. C'est difficile de faire une synthèse de tout, mais ça vaut la peine d'investir maintenant pour éviter des coûts futurs. Alors souvent, on parle de coûts futurs dans 15, 20, 30 ans, et c'est ça que nos financiers ont du mal à accepter. Vous savez que les lois sont plutôt annualisées ou très peu pluriannualisées, et donc on a du mal à investir maintenant. Mais en général, les mesures de prévention, de dépistage sont toutes considérées comme coût efficace avec un rendement qui est très élevé, bien plus élevé que le curatif pur. Mais d'une manière assez simple, malgré tout, il faudra repenser le financement, notamment des hôpitaux et notamment de la T2A, ce que nous avait expliqué Pierre Dagen, puisqu'il ne peut pas y avoir les mêmes formes de financement. Si l'activité d'un hôpital baisse, ses revenus baisseront. Isabelle Bourget ou Pierre Dagen. Alors, prenez un micro, Pierre. C'est pour ça qu'il y a eu notamment dans une proposition de l'IGAS il y a quelques années avec un financement sur objectif de santé publique et intégrer ces mesures de prévention de dépistage à long terme et avoir des objectifs à plus long terme. La réflexion des économistes change en la matière. Vous y travaillez, c'est ma question. Oui. Sur ces modèles possibles. C'est du moyen terme aussi pour nos décideurs, mais ça arrive. Ouais. Pierre Dagen. Oui, et par rapport à la T2A, alors effectivement, si avec plus de prévention, on a énormément moins de séjours, ça forcera à repenser le modèle de la T2A, c'est vrai. Mais les effets qui étaient cités là, par exemple l'augmentation de l'ambulatoire ou la réduction de la DMS, en fait, c'est plutôt favorable en termes d'activité pour les hôpitaux. Et l'idée que ça va aussi permettre d'éviter des séjours qui sont extrêmement coûteux. Donc, c'est pas une perte. Et alors là, c'est extrêmement macro. Mais on a aussi des pays autour de nous qui ont un ratio de nombre de lits d'hôpitaux au niveau national par le nombre d'habitants beaucoup plus faible. Les Pays-Bas, la Suède, dans une moindre mesure l'Espagne, avec des modèles radicalement différents. Je ne suis pas en train de dire qu'on va évoluer vers ça. Mais si ça tient, ils n'ont pas des plus mauvais indicateurs de santé que nous, alors qu'ils dépensent 1 à 1,5 point de moins de PIB pour leurs hôpitaux. C'est parce qu'ils ont beaucoup plus en avance, notamment sur la prévention. Ce n'est pas le seul facteur. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de tâches qui, en France, sont hospitalières, qui à l'étranger ne le sont pas, sur la psychiatrie, sur les urgences, etc. etc. Mais c'est aussi en grande partie parce qu'ils ont plus misé sur la prévention. Donc on voit qu'ils s'en sortent avec plus de prévention et moins de dépenses hospitalières et des indicateurs de santé au moins cohérents par rapport aux nôtres, voire meilleurs. Avant la conclusion. Moi, je suis très pour la prévention. Un commentaire, docteur. Oui. Et puis ensuite, on a 5 minutes pour terminer. Donc, un petit commentaire aussi sur les autres leviers. Par exemple, est-ce que on réfléchit à d'autres financements pour l'hôpital et pour la santé de votre point de vue? Mais là, c'est en très court. Oui, nous n'avons plus que 4 minutes, donc 1 minute par chacun d'entre vous pour terminer, pour conclure. Non, mais je suis ravi de voir qu'en fait, on est très convergents sur le fait que le problème, il n'est pas quand vous dites on va baisser les revenus de l'hôpital parce qu'on va baisser les hospitalisations, tout le monde sera ravi et en premier le patient. Et nous, on considère qu'en tant que citoyen, s'il y a moins de besoin de personnes à l'hôpital, il y aurait moins de tensions hospitalières parce qu'actuellement, la RH est aussi un problème à l'hôpital. Donc, on va pas être déçu de la possibilité d'avoir plus de prise en charge ambulatoire. Moi, je crois que c'est fondamental et le financement de l'hôpital, il sera d'autant meilleur qu'il y a moins besoin aussi de patients hospitalisés. Merci. Isabelle Bourget, un dernier mot. Oui, juste qu'il faut passer d'une logique très budgétaire à une logique d'efficience et de pertinence des soins. Je suis d'accord avec vous. Et ça nécessite de quantifier la valeur des soins qu'on apporte aux patients et donc d'avoir des données pour quantifier ces valeurs. Et donc, pour moi, la donnée demain sera au cœur du financement. Chevance. Effectivement, les leviers de la pertinence, alors c'est tout le monde, hein, on l'a dit tous ensemble sur les parcours, et c'est vraiment à l'échelle des territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les leviers d'efficience et de pertinence, ils sont à l'échelle de l'organisation des soins et des parcours dans les territoires. Donc on a bien fait de réfléchir cette courte rencontre, financement, économie, budget et organisation, tout ça est lié, et technologie. Pierre Dagen, les derniers mots également. Juste, je pense qu'on était tous plutôt d'accord pour dire qu'il y a une bascule vers plus de prévention à faire. Attention quand même, la prévention, ça peut avoir des effets vraiment rapides qui ont été cités, pas immédiats. Donc il ne s'agit pas de dire, là tout de suite maintenant, il faut réduire le financement de l'hôpital pour augmenter celui de la prévention. Là, pour le coup, intenable à court terme.
Et ça, c'est plus un élargissement, mais quelque chose que je constate, surtout dans les plus petits hôpitaux de zones beaucoup plus enclavées, c'est quand même parfois une tendance à faire peser sur le budget de l'hôpital des missions qui sont presque plus des missions d'aménagement du territoire que de santé publique, et où du coup, il y aurait une réflexion sur qu'est-ce qui finance l'hôpital dans ses dépenses versus qu'est-ce qui est plutôt du domaine presque de l'aménagement du territoire parfois. Excuse-moi, je peux. Et l'IA, puisque nous sommes ici, est-ce que les nouvelles technologies peuvent apporter également, à votre avis, en un mot, des économies Oui, au moins sur les fonctionnements administratifs où il y a plein de tâches assez chronophages, où l'IA peut évidemment être plus efficace. Sur les usages en médecine, il y en a déjà. Là, je ne suis vraiment pas assez compétent, je ne suis pas médecin pour donner un point de vue sur la valeur. Il y a des questions de sécurité, il y a des questions de temps d'adoption, il y a des questions de confiance du patient, c'est de souveraineté aussi des données. Donc là, c'est très difficile de répondre. On retourne sur des problématiques d'investissement, parce que quand on entend un peu les directeurs d'établissement, c'est bien l'IA, mais c'est de l'investissement, et pour l'instant, peut-être que c'est peut-être un danger. Le dernier mot, après, on conclut. Comme vous le disiez, professeur, oui, mais le retour sur investissement, ça se mesure avec des données. Et ces données ne sont pas si compliquées à obtenir. Il faut juste faire le travail. Oui, juste faire le travail, justement. Et là, il faut juste un dernier mot. On dit beaucoup l'IA est une chance pour l'hôpital public. Nous, on pense que l'hôpital public est aussi une chance pour une IA responsable, souveraine, sécurisée et avec des usages effectivement qui répondent aux besoins. On va aller sur ce sujet pas très longtemps, parce qu'effectivement, c'est un sujet central. Merci à vous quatre d'être venus dans cette condition Santexpo. C'est vrai que là, à côté de nous, il y a vraiment tous les acteurs de l'hôpital et c'est un plaisir de voir les échanges qui ont lieu. Et je pense que tout le monde est à peu près convergent avec ce que vous voulez dire. Et ce qui est très agréable aussi, c'est que, y compris à Santexpo, qui est très hospitalier depuis des années, on sent l'ouverture. On sent l'ouverture vers la ville, vers les autres acteurs. Et je pense que là, tout le monde a compris qu'il fallait dans le même sens. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Abonnez-vous, likez, partagez cette émission qui existe à la fois sur YouTube et sur les plateformes de podcast. On va la mettre en ligne assez vite. Merci à nos partenaires Camurus, Groupe Pasteur Mutualité, Point Vision, Care, Via Voice, La Veille, Acteurs de Santé, Hortus et Lucie2M. Merci à l'équipe qui a permis la réalisation de cette émission avec l'équipe technique aussi de Santexpo et notre équipe fidèle Emmanuel T. Merci à Françoise Millet à l'organisation, à Nathalie Rattel à la valorisation sur La Veille et sur les posts et les comptes des contrepoints de la santé. À très vite pour un prochain contrepoint.